Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakandasena Monka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Dvish qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakandasena Monka. Il y a l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ, un peu plus en ce moment, avec notre ami la Major Ilialana, Major à la section de liaison de la division terrestre de la Prakandasena Monka. Bonjour Major Ilialana, comment ça va? Bonjour à vous, bonjour à tous. Je vais très bien, merci. Et vous-même? En forme? Tout va bien? Mais oui, aucun problème, merci beaucoup. Mais pourtant, je vous sens stressé aujourd'hui. C'est quelque chose de va pas. Non, pas du tout, du tout. N'empêche que vous êtes stressé, je le sens bien. Oui, bon, peut-être un petit peu, là, voilà. On peut rien vous cacher, hein, Haute-Vige, c'est pas croyable, ça. Ça, c'est pas censé être une surprise pour vous, hein. Enfin, Et puis tout ne se dit pas au micro, forcément, hein, quand même. Au micro, il faut dire que ça va, parce qu'il faut donner l'exemple de bonne humeur. oh, mais tout va bien pour vous et vous êtes de bonne humeur, mais vous êtes stressé. D'accord, je suis stressé. Bon, on peut y aller maintenant, c'est bon. Oh, bah, moi, je n'attends que vous. Hein. Les tiges sont parfois difficiles à gérer, quand même. C'est pas évident. Enfin bon, eh ben, en tout cas, bonjour les amis, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Eliana, je l'ai déjà dit. Eh ben, nous voici réunis ensemble une fois encore, en ce lundi 17 mai, pour la 48e vidéo podcast, à l'occasion de laquelle, eh bien, j'ai sélectionné quelques questions, comme d'habitude, hein, sans surprise. J'espère que nous arriverons à faire relativement vite, parce que j'en ai pris beaucoup, il y a pas mal de questions qui arrivent, et il y a des questions vraiment intéressantes, donc j'essaye de privilégier un peu, peut-être peut-être les plus récentes éventuellement, parce qu'il y a des choses qui me semblent être... répondre davantage à l'attente de l'inconscient collectif qui, finalement, coparticipe quelque part à l'écoute de ces vidéos podcasts. Donc, bon voilà, c'est vrai que j'ai essayé de faire un tri un peu plus tranché. Mais enfin bon, ça devrait bien se passer. Comme d'habitude, on va essayer de faire ça dans les temps, de manière la plus correcte possible et la plus intéressante possible. Enfin, avec vous, aux réponses, Eliana, jamais de problème, hein, puisque vous savez rendre ça particulièrement vivant. Bon, ben, on y va, vous êtes prête? Hein, bon, j'ai déjà demandé aussi. Oui, effectivement, vous l'avez déjà demandé. Je vous dis, vous êtes stressé. Ouais, bon. Alors, première question de Athéna Vénus. Ah, Athéna Vénus. Bonjour Athéna Vénus. Bonjour, Athéna Vénus. Athéna Vénus, qui est une grande fidèle des vidéos podcasts. Hein. Alors, aujourd'hui, elle nous demande ceci. Donc, bonjour Ilialana et aux commentateurs. Depuis votre apparition sur Terre, vous vous êtes faufilé, entre guillemets, parmi nous en empruntant une vie sociale afin de vous intégrer dans cette société, tout en passant inaperçu. Néanmoins, qui dit vie sociale dit cercle restreint de personnes que l'on côtoie au quotidien. Les personnes vous ayant côtoyé et qui vous côtoient encore, sans même savoir que vous êtes des Dvish, ont-ils une place plus importante que ceux qui ne l'ont jamais fait? Est-ce une façon de renforcer l'aide apportée par la Dvish tutélaire qui accompagne l'âme lorsque cette dernière refuse d'entendre ce qui lui est soufflé par cette Dvish tutélaire? C'est intéressant comme question. Hein. Oui, effectivement, je suppose que c'est pour ça que vous l'avez choisi, forcément. Ben, un peu, oui, effectivement. Alors? Bon, ce n'est pas si simple, finalement. C'est pas aussi simple que ça pourrait en avoir l'air. En fait, toutes ne sont pas investies dans une vie sociale. Alors, je suppose que, parce que la question est pas vraiment précise à ce niveau-là, ont-ils une place plus importante que ceux qui ne l'ont jamais fait? Je suppose qu'il s'agit de la vie sociale de la Dvish en question. Là, je suppose, hein, puisque on parle de la Dvish tutélaire des gens que nous côtoyons aussi et pour laquelle nous pourrions représenter un contrefort. En fait, pas du tout. Il y a beaucoup de cas de figure différents. Hein. Il y a des filles qui sont très très fortement intégrées dans la vie sociale. Elles n'en bougent plus. Elles sont en mission d'infiltration vraiment totale. Il n'y en a plus trop comme ça parce que
parce que on a beaucoup changé de stratégie, puis on a avancé, hein. Il s'agissait plus d'observer, non plus, de calculer, d'estimer, d'apprendre. Ce temps-là est révolu. On a fait quand même pas mal de chemin depuis lors, et là, on s'est vraiment mis en route en mode braconacé dans mon cœur. Mais il reste des filles qui sont infiltrées. On appelle ça l'infiltration sentinelle, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, mais pas d'un iota, pas d'un pouce. Elles continuent à faire ce qu'elles ont toujours fait tous les jours, vraiment comme n'importe qui, n'importe quelle personne lambda. Donc les gens qui l'entourent, qui la côtoient effectivement, ne s'aperçoivent absolument de rien. C'est vraiment absolument comme tout le monde. Je pense notamment au cas de Syrah, parce qu'elle est vraiment, vraiment très emblématique de l'intégration furtive. Ça, alors là. Mais elle, par exemple, elle a un appartement à son nom, elle a un chien, comme je l'ai déjà dit, hein, tout au départ. Elle a donc une vie vraiment sociale, des amis, officiellement plus ou moins un petit copain qui traîne un peu la patte derrière elle, il a du mal à l'approcher vraiment. Enfin bon, voilà. Et puis elle fait encore un peu de ses séances photo, bien qu'elle elle ait mis un peu la pédale douce par rapport à ça, freiner légèrement, enfin bon. Et il y a les autres. Alors moi, par exemple, je suis vraiment l'antithèse absolue de Syrah, c'est que je déteste qu'on prenne en photo. J'aime pas ça du tout. J'ai essayé une fois, et franchement, j'apprécie pas, quoi. Donc voilà. Et être tout le temps sur le plan physique, je trouve ça particulièrement assommant. Alors, moi, au contraire, eh bien, je fais ce que j'ai à faire. J'ai les relations que j'ai. Enfin, maintenant, en l'occurrence, elles sont plus furtives non plus. Hein. Il m'arrive d'intervenir en uniforme, même. Donc, c'est quand même très différent. Et en fait, le relationnel qu'on avait avant, je prends plutôt avant parce que c'est un peu plus représentatif quand même, était vraiment strictement limité au côté vraiment professionnel. À part les gens comme Syrah qui, elle, fait du temps plein. Elle est vraiment un peu comme les espions, enfin des agents dormants qui jouent leur rôle pendant des années sans sourciller et qui attendent un signal pour partir et tout laisser tomber, quoi, sans attachement, sans rien. Elle est un peu comme ça. Alors nous, je prends mon exemple d'avant, hein, lorsque j'étais en Chine aussi. Je ne faisais que ce que je devais faire. J'allais où je devais aller. J'étais pas investie dans une structure. J'avais pas un emploi, par exemple. C'était uniquement je dirais, quelque chose relatif à l'espionnage. Pas tout à fait ça, mais c'est comme ça qu'on pourrait l'imaginer le plus simplement. Il y a des filles qui étaient secrétaires de direction, comment on appelle ça? Enfin bon, bref, la secrétaire de direction de très gros organismes, des grosses banques par exemple, vraiment la personne de confiance du PDG, son bras droit, elle connaissait tout sur tout concernant son business, sa propre vie personnelle, etc. Mais sortie de là, elle prenait ses affaires, elle rentrait, elle sortait dans la rue, elle tournait le coin de la rue, pouf, ah puis fini, terminé, plus personne. Donc ça, je l'ai fait nombre de fois aussi, forcément. Hein. Mais en fait, dans ce cas-là, eh bien, on ne reste pas sur le plan physique, on rentre chez nous et on réorganise toutes les données finalement collectées dans la journée, celles qu'il faut récupérer le lendemain, et au moment d'y retourner, parce que c'est le moment d'y retourner, eh bien, on change de vêtements et hop, on y retourne exactement comme on en est parti. Donc, ouais, le tissu relationnel, il est vraiment léger, hein. Parfois, on est bien obligé dans ce cas-là, d'accepter, ouais, les collègues, on va boire un coup, là, tu viens avec nous. Bon, disons qu'à très haut niveau, ça se fait moins facilement. Mais bon, toutes les filles n'étaient pas, celles qui étaient embauchées dans les structures, toutes n'avaient pas un rôle aussi important. Hein. Il y avait même des femmes de ménage qui étaient des niches parmi, parce que les femmes de ménage rentrent quand même facilement partout. Et notre faculté de mémorisation, elle est ultra rapide. Donc on prend un dossier, hop, on feuillette comme ça, et hop, on a emmagasiné l'information. C'est extrêmement simple, on passe sur un petit coup de chiffon épousseté, puis hop, mine de rien, en 15 secondes, on a assimilé tout un dossier. Enfin bref. Donc
Voilà, donc le tissu social, non, hein, c'est une apparence de tissu social, hormis vraiment pour les agents dormants comme Syrah, enfin dormants, enfin, façon de parler, euh, c'était une implantation de surface, elle n'était pas très profonde. Il est pas facile parfois de se défiler face à une invitation de venir, oh, viens apporter un gâteau chez toi, hein, mais comme on n'a pas de chez nous, mais mine de rien. Ou alors on donne une adresse, et l'adresse est pas exacte forcément, si quelqu'un s'y rend, donc après, bon, il y a un processus d'effacement de mémoire, enfin c'est très compliqué, hein. Enfin, on s'est très fortement organisé autour de tous ces événements-là. Il y avait une fille embauchée et il y avait quasiment une dizaine de tiges qui étaient là pour suivre le processus et éventuellement faire le nettoyage derrière quand il y avait un couac ou un risque potentiel. Voilà. Donc au niveau tissu social, non, franchement, pas vraiment. Donc une place plus importante que les autres, non. Non, en principe jamais. Ça s'est fait une dizaine de fois peut-être, mais parce que la mission l'exigeait, qu'il fallait obtenir des renseignements de la part de quelqu'un qu'on ne pouvait pas approcher autrement, ni sous un autre angle. Donc voilà, on se rapprochait un petit peu. Il nous est arrivé d'aménager complètement un endroit qui était abandonné, de manière à faire croire qu'il s'agissait d'un lieu de vie. Donc la personne venait, tout ça, oh, c'est où chez toi, hein. Puis bon, une fois que la mission était effectuée, bon bah, on débarrassait tout. Et pas physiquement, hein, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop long. Enfin, disons qu'on a eu tous les cas de figure aussi, hein. Ça a été très intense comme période de travail. Franchement amusant aussi. Ouais, je me souviens de certains détails qui étaient vraiment croustillants. Enfin voilà, sinon non, effectivement. Et aider la tige tutélaire, non, là on s'occupe, on est vraiment dans la mission. Pour l'instant, on fait pas d'assistant. Là, on fait pas les assistantes sociales, on s'occupe de ce dont on doit s'occuper. On n'est absolument pas là pour assister les tutélaires. Les tutélaires ont leur job, nous avons le nôtre. Il y a rien de miscible. Par contre, si on doit absolument connaître un renseignement qu'on ne peut pas puiser chez la personne pour X raison ou chez les personnes environnantes, etc., on peut interroger la tutelle pour avoir des infos. Ça s'est fait aussi. Je me dis, tous les cas de figure se sont trouvés. Mais, voilà, pas d'avantage du tout. Vous vous rendez compte, hein, on est au départ, au moment du débarquement, bon, ça s'est fait en trois vagues, on était, au départ 4 milliards. Alors, je veux bien qu'il n'y ait pas 7 milliards d'humains, il y en a deux, en tout cas c'est d'humains, je veux dire, de gens qui ont une tête de bras de jambes, quoi. Enfin, de 2 à 6 tout d'un coup, ça fait quand même beaucoup, hein, vous imaginez, on peut pas loger 4 milliards de personnes de plus du jour, hein. Et après, il y a eu la deuxième vague, une autre classe de riches. On a doublé nos effectifs. Maintenant, il y a 8 milliards. On peut pas loger 8 milliards de personnes du jour au lendemain. Donc, on est forcément obligé d'aller et venir tout le temps. Avec une place forte qui est vraiment sous contrôle, hein. On prenait nos positions, on était là quand il fallait qu'on y soit, où il fallait qu'on le soit. Mais en dehors de ça, on n'était pas là. Donc ça a permis aussi d'éviter trop de bouleversements au niveau vibratoire, parce que je vous garantis que la présence de 8 milliards de fiches sur un monde que l'on ne comportait pas avant, c'est le jour et la nuit. Hein. Ça, même les gens qui ne sont sensitifs pour rien, insensibles pour rien, ne peuvent pas ne pas le sentir. Ça peut faire très mal quand même, hein, surtout pour les gens mal positionnés. Donc il fallait quand même rester très discrète. Très discrète. Voilà. En tout cas, c'est assez fascinant comme histoire, hein. Imaginez le nombre de scénarios qui ont été pondus finalement pendant cette époque pour assurer votre présence sans y être totalement. Et ça pour chacune d'entre vous, c'est la folie. La folie. Ouais, c'est ça. Ça a été très intense. Très intense. Effectivement. On procède encore un peu comme ça maintenant, hein. On surveille de l'autre côté et au moindre problème ou à la moindre nécessité d'intervention, eh bien, hop, on passe la frontière, on est là.
Bon, les gens parfois, bon maintenant ils ont un peu pris l'habitude de le voir aller et venir, être là, être pas, être là. Ils ne savent pas comment on fonctionne, mais ils savent que on est suffisamment furtif. Alors, au départ, le mental, on a du mal. Hein. Puis après, bon, vite, ça devient une habitude. Alors on leur dit, enfin, on leur invente un truc, on leur dit à peu près n'importe quoi, et on fait passer ça comme étant crédible à l'analyse mentale. Donc ils prennent ça pour quelque chose de crédible, et puis ils se posent pas plus de questions. C'est très facile finalement, beaucoup plus que ça en a l'air. Mais en termes d'organisation, c'est effectivement absolument énormément complexe. Enfin voilà, Athéna et Vénus, vous avez votre réponse. Que de mystère encore, on n'a pas tout vu. Alors, deuxième question d'Athéna Vénus. Vous le dites vous-même, l'être humain s'attache rapidement et facilement. Vous dites aussi qu'il n'est pas très productif pour l'âme de s'attacher. Pourtant, en vous créant une vie sociale dans notre monde, vous stimulez ce sentiment en nous lorsque vous êtes amené à nous côtoyer de manière régulière, voire même, dans certains cas, dès le premier instant où l'on vous voit. Car lorsque l'on voit et que l'on sent ce qui émane d'une Dvish, il en devient laborieux de se détacher d'une telle énergie. Ah ouais, tiens. Vous pouvez en témoigner, Athéna Vénus? Alors, qu'est-ce qui... Je continue, hein, question n'est pas finie. Qu'est-ce qui est le plus dangereux dans cette situation? Notre incapacité à nous défaire de ce qui nous entoure, ou bien que vous soyez à notre contact direct et créer, malgré vous, et tout en ayant conscience, cet attachement? Hey, c'est pertinent comme question, ça. Oui, bah, pour le coup, j'ai déjà partiellement répondu, hein, puisque je disais que bon, ce tissu social était vraiment de surface. Alors, faut faire attention, hein, les dish peuvent être attachantes, effectivement, autant pour les femmes que pour les hommes, en général, pour des raisons différentes, forcément. Quoique pas toujours. Enfin, bon, bref. Mais c'est pas toujours le cas, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui ne supportent pas notre présence, notre proximité, hein. Alors forcément, ça passe pour de l'antipathie. Mais une antipathie, mais absolument, mais répulsive. Mais ils peuvent pas le dire comme ça, parce que bon, s'ils sont pas trop haut gradés, on essaye, nous, de manipuler le staff supérieur, et d'aller se plaindre en disant, il me supporte pas, j'ai rien fait, je suis sympa, je fais mon travail. Et là, on essaye par contre de stimuler la sympathie envers nous. On le fait aussi envers certaines personnes, mais ça ne marche pas toujours selon la disposition d'esprit. Il nous est déjà arrivé d'envoyer un staff de Twitch dans une entreprise et que ça faisait, notamment chez Microsoft, hein, entre guillemets, ça faisait complètement bloc. Personne chez eux ne supportait la vibration de la Twitch, mais personne. Pourtant, je vous garantis qu'il y a une occultation dessus. Alors il a fallu qu'on prenne le problème complètement différemment. Bon, ça par contre, j'en parlerai pas avec votre permission. Mais voilà, donc tout le monde ne réagit pas de la même manière face à une Twitch, hein, ça c'est clair. Donc finalement, on a été confronté là aussi un peu tous les cas de figure. Mais quand il y a un attachement effectivement vraiment profond, si c'est un homme, automatiquement il y a le sentiment amoureux qui naît avec. On ne se contente pas, l'homme ne se contente pas d'une forte attirance amicale. Automatiquement, ça dévie. Bon, c'est pas une critique, à la limite, on le comprend très bien, hein. Mais ça dévie sur le côté amoureux davantage. Là, c'est vrai que c'était pas évident. Alors quand ça devient vraiment problématique, on est obligé de faire un travail sur la personne pour atténuer ça. On est obligé de triturer un petit peu son appréciation mentale et affective, histoire de calmer les choses. Mais quand il y en a beaucoup, c'est pas facile non plus. Donc finalement, parfois, il nous arrive d'embaucher des gens, il nous arrive de faire embaucher des Twitch et ils passent pour des gens complètement lambda, c'est-à-dire même pas forcément des femmes, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire embaucher une Twitch et la faire passer pour un homme. Ça, on l'a déjà fait. Donc de ce côté-là, on est tranquille, avec une occultation complètement béton. En général, on les fait intégrer le personnel d'entretien des postes qui n'attirent jamais l'attention, et elles sont là à ce moment-là pour complètement, je dirais, déprogrammer les gens qui sont Twitcho sensibles et qui accapareraient toute la journée la conscience de la Twitch qui fait l'objet de l'attirance de la personne pour la calmer, parce que ça peut aller très très loin, très loin. C'est arrivé
extrêmement rarement, mais il est arrivé que la personne, l'homme en question, passe complètement hors de son propre contrôle et se jette sur une biche pour l'embrasser, quasiment la violer, quoi. Enfin, là, le gars, on l'a fait évacuer d'urgence parce que ça pouvait pas. Il fallait absolument qu'on soit là à ce moment-là. On pouvait pas s'embêter avec ça. Donc il y a tout un scénario qu'on a collé au-dessus, sans le pointer trop le doigt sur lui. Enfin, parfois les situations ont été incroyablement cocasses. Ça c'est clair. Mais non, on essaye de faire en sorte de décondenser l'attachement qu'on pourrait ressentir envers nous, parce qu'on est vraiment pas là pour ça, et c'est très parasitant en termes de conscience. La personne nous envoie en permanence des pensées et des relents d'émotions perturbantes. C'est vraiment casse-pied. Donc il faut à ce moment-là une biche à côté qui elle s'occupe de lui pendant que nous on s'occupe de notre job. Je dis c'est déjà arrivé. Il y a toujours moyen de s'en sortir, il y a toujours moyen de mettre en place une parade et de faire en sorte que les choses puissent être lissées, mais ça a été parfois festival quand même. Oh là 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 là. Moi je touche du bois, j'ai jamais eu trop de problèmes, je suis toujours passé un peu entre les gouttes, donc ça va. Je suis d'un naturel relativement discret, je rase les murs, donc à la limite si je veux pas qu'on me remarque, en général on me remarque pas trop, donc ça va. Mais ça n'a pas toujours été facile en fonction des contextes pour un nombre de sœurs à moi qui se sont retrouvées quelque part coincées dans ce contexte. Je dis, il a fallu faire intervenir d'autres biches pour nettoyer la place parce que ça n'allait plus du tout, quoi. Enfin bref. Mais sinon, non, c'est vrai que l'attachement c'est quelque chose de très entravant pour l'être humain. Mais il y a un phénomène de fascination d'un côté. On peut pas vraiment parler d'attachement. On peut être attaché à quelque chose qui a partagé votre vie pendant longtemps. Là, on peut faire naître un attachement de la part de quelqu'un qui tomberait sous le coup d'une forme de fascination et qui n'en pourrait plus. C'est quelque chose de très intense, mais qui ne dure pas a priori. C'est quelque chose de surface qui peut être facilement maîtrisé. Si quelqu'un avait dû passer admettons 20 ans avec sa femme et que sa femme ait été depuis ce temps-là une biche forcément, et puis qu'elle ait été en mission tout ce temps-là, si un jour elle devait par exemple s'en aller, son mari officiellement aurait pu avoir le temps de nouer des liens et nourrir un attachement extrêmement profond. Bon, enfin, de toute façon, ça n'arrivera pas, puisque de toute façon, les choses seront différentes de ce qu'on a toujours connu jusqu'à présent, à partir de très bientôt maintenant. Et le temps a manqué depuis qu'on est là pour générer ce genre de choses. Donc, c'est pas vraiment un attachement, c'est plutôt une attention fixe, une fixation, voilà, une fixation sur l'une d'entre nous ou pas. Bon, après, il y a des désirs purement sexuels. Bon, ça, à la limite, c'est la même chose. Où qu'on se trouve, de toute façon, sur cette planète, ça dévie facilement par là. On a remarqué quand même que, bon, je vais pas rentrer trop loin dans les détails, ça repousserait un peu loin les limites et ça ferait poser énormément de questions, énormément de monde, et il faudrait prendre un temps fou pour y répondre. Je préfère pas aborder la question du tout. Enfin voilà, en termes d'attachement, c'est quelque chose qui est quand même facile à maîtriser, même s'il faut déployer pas mal d'efforts ou je dirais, de staff pour ça, pour aider les filles qui en sont l'objet. Mais sinon, c'est pas très incident en termes de profondeur au niveau humain. Ça va, c'est relativement stable. En tout cas, je constate que on a beau se faire une idée de ce que peut représenter le débarquement d'Edwige. Bon, elles sont là, elles viennent, elles vont, elles s'insèrent à droite, à gauche. Pourquoi pas, hein, mais il y a une foule d'éléments qui semblent se présenter dus à leur présence et auxquels on
pourrait ne pas penser, a priori, que ce soit vous, que ce soit les gens qui nous écoutent éventuellement, par rapport à l'idée qu'ils pourraient se faire de la situation. Ça représente quelque chose. On dirait que finalement, votre arrivée s'est fait un peu à la va-vite, ça n'a pas été préparé depuis suffisamment longtemps et que vous vous retrouvez confronté à des situations que vous n'aviez pas imaginées initialement. Oui et non, quelque part, parce que on a quand même bien observé le genre humain avant de venir, de manière scrutatrice, pour être sûr de ne rien louper. On a quand même une grosse capacité d'accumulation d'informations, donc on n'a pas besoin de siècles pour observer correctement et tirer les conclusions. On savait quand même à quoi s'attendre. C'était pas si improvisé que ça. Disons qu'on peut aller très 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 vite, même si on a peu de temps, on peut aller très vite et on est suffisamment nombreuses pour que avec des échanges d'informations entre nous suffisamment rapides pour que ça ne pose pas vraiment de problème. Mais il est vrai que on ne peut pas penser à tout. Regarder l'être humain, comment il agit, c'est une chose, mais entrer en interaction avec le genre humain quand on est d'une nature aussi différente que nous le sommes de la nature humaine, forcément ça crée des perturbations qui n'est pas toujours facile d'appréhender avant qu'elles se produisent, forcément. Ça, c'est vrai qu'on a été confronté à un certain nombre de surprises. Il a fallu s'adapter très bien et très très vite. Mais bon, pas autant que ça. Pas autant que ça. Ça va. Enfin, en tout cas, cette étape-là est maîtrisée puisqu'elle est passée. Ça se reproduira plus comme ça, je suppose, donc ça devrait aller. Non, ce temps-là est complètement terminé, évidemment. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ces problèmes-là ont été maîtrisés, résolus de manière parfaite, il n'y a pas de problème. Bon, ok. Et voilà, Athéna Vénus. Alors, elle nous ajoute un commentaire. Vous m'aviez demandé si j'allais bien lors de la vidéo podcast 44. Eh bien, je vous remercie de le demander. Je vais divinement bien. Oh ben ça me fait sacrément plaisir, parce que moi je me souviens d'une des premières interventions d'Athéna Vénus dans les vidéos podcast qui disait que ça a quasiment se lui plombait le moral quand elle m'entendait dire que j'allais toujours bien, que j'avais beaucoup de chance parce qu'elle n'allait pas bien du tout. Ah ben alors là franchement, ça c'est une bonne nouvelle. Pour le coup, je suis contente comme tout. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça me dit quelque chose cette histoire-là. Ah bah alors, vous voyez. Alors attendez, il faut que je retrouve ma phrase. Je vais divinement bien. Vos vidéopodcasts sont un aperçu de ce qu'est une bouffée d'air frais du nouveau paradigme, mais aussi un très grand soutien moral pour nous. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, en tout cas pas avant la fameuse et très attendue rencontre, en majuscule. Quant au roman Les Flammes éternelles du Temple, il est un temple pour le cœur et l'esprit, il est si aisé, si naturel de s'y projeter et de s'y réfugier. Merci. Alors ça, waouh, on va sortir le champagne. Ouais, c'est vrai que c'est extraordinaire. Un retour comme ça, franchement, c'est la rétribution inattendue de nos efforts. C'est une source de joie extraordinaire. Merci Athéna Vénus de nous l'avoir partagé. Ça gonfle le cœur, ça dope, c'est fantastique. Et je vous promets qu'il n'y en a vraiment plus pour longtemps maintenant. On arrive enfin au bout. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles partagées, Athéna Vénus, Ilialana et moi, vous envoyons nos meilleures pensées, toutes nos bénédictions sincères et profondes. Et cela à tous ceux qui nous écoutent également, bien évidemment, on ne fait pas dans le particularisme. Non, effectivement, il y en a pour tout le monde. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, bien voilà. Alors, on passe à l'intervenant suivant qui est notre ami Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, Stéphane nous demande ceci. Alors, je précise quand même que j'ai pris une question d'un formulaire sans prendre l'autre, par histoire de cohérence ou de rapidité. Enfin bref, j'organise mon timing comme ça. Donc ne vous inquiétez pas Stéphane, si je ne pose pas votre première question du formulaire envoyé, on la posera une autre fois. Alors, les peuples de l'univers habitent-ils sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions? Est-ce sur les planètes qui sont visibles par télescope de notre ciel? Peut-on les atteindre physiquement avec un moyen de transport? Wow. Alors, la question pourrait paraître anodine, mais en fait la réponse pourrait être beaucoup plus longue et complexe qu'il pourrait paraître à première vue. Alors les peuples de l'univers habitent sur d'autres planètes. Oui, ou dans d'autres dimensions, peut-être aussi.
tout dépend ce qu'on entend par dimension. Hein. Il y a quand même de nombreuses dimensions différentes sur un même plan physique. La vision scientifique, je dirais la vision scientiste, pour faire plaisir à notre ami Philippe Guimond, physicien de son état, disons la vision scientiste de l'univers est quasiment une trame unique, une espèce de gros matelas sur lequel il y a des poids qui sont posés dessus, et puis c'est une seule et même réalité, une forme de continuum spatial et temporel, même avec des fluctuations, peu importe, mais c'est une seule et même chose. Alors qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous êtes sur un monde et que vous en regardez un autre, alors ne serait-ce que les étoiles du ciel, sans plus, télescope ou pas télescope, de toute façon le télescope n'est pas très très loin, on ne peut pas voir de planète par télescope, pas encore en tout cas. Si vous tenez une position sur Terre, par exemple, vous regardez le ciel, vous regardez une étoile. Vous savez que cette étoile porte la vie. Par exemple, on va prendre le cas de Sirius, 8,7 années-lumière, il me semble, de la Terre, ou du Soleil, enfin bref. De toute façon, là où vous la voyez, c'est là qu'elle n'est pas, puisque forcément la lumière met un certain temps à arriver, et entre-temps, elle a bougé. Et vous auriez un appareil vous permettant de vous déplacer dans l'espace, et vous suivriez cette étoile, il n'est pas du tout certain que vous la rejoigniez un jour. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous êtes à un endroit, vous êtes dans une réalité très précise. Quand vous regardez une étoile, cette étoile, obligatoirement, est dans une toute autre réalité. Ce n'est pas parce qu'un semblant de lumière provient d'elle que ça vous donne une proximité avec elle. La proximité, elle est simplement mentale. De toute façon, le mental ne peut pas... c'est parce qu'on vous a dit que c'était une étoile et que potentiellement avec des planètes autour, potentiellement, que vous savez que ce que vous voyez dans le ciel est une étoile. En l'occurrence, oui, c'en est une. Mais ce que vous voyez d'elle, même au télescope, n'a absolument, fondamentalement rien à voir avec ce qu'elle est elle-même, avec ce qui s'y passe, avec ce qui s'y produit. La réalité est un miroir complètement fragmenté. Et on va dire que chaque étoile, des milliards d'étoiles, il y a presque 400 milliards, bon peut-être pas tout à fait 300, à peu près 300 milliards d'étoiles dans la galaxie. Ça fait 300 milliards de réalités différentes. Un miroir brisé en 3 milliards de morceaux, je vous laisse imaginer. Alors vous voyez un éclat dans un morceau de verre, vous dites voilà, mais il y a tant d'autres réalités qui vous en séparent. Vous pouvez pas penser de cette manière-là et espérer être juste. Ce n'est pas possible. Alors, il y a des gens qui vivent dans des réalités, dans des dimensions relativement proches de celles de la Terre et d'autres complètement différentes. Il y a des populations extrêmement développées sur des planètes donc d'autres planètes sur d'autres systèmes. Mais en admettant que vous puissiez y aller avec un moyen de transport, ce qui n'existe pas encore ici, pas vraiment, enfin en tout cas pas officiellement, et qui ne peut pas vous y conduire, une fusée ou la navette spatiale par exemple, jamais de la vie, elle aura un mal fou à sortir de son propre système, déjà, du système solaire. Mais admettons que vous ayez un appareil qui vous permette de vous rendre vraiment sur cette étoile. Vous y allez, et puis voilà. Eh bien, vous arriveriez sur ce monde, eh bien vous n'y verriez rien. Parce que la densité de votre propre dimension n'a rien à voir avec la densité de la leur. Ils ne pourraient pas vous percevoir et vous ne pourriez pas les percevoir. Pourtant, isolément, chez vous, vous êtes bien visible, vous êtes là, vous êtes dans votre monde, et eux, ils sont bien visibles, ils sont là, ils sont dans leur monde. Vous voyez, c'est beaucoup plus différent que ce qu'on imagine. La seule chose qui permette véritablement de voyager, véritablement, ce sont les portails dimensionnels. Parce que là, ça change votre propre dimension en la dimension de là où vous allez. Et vous pouvez trouver les gens qui s'y trouvent sur place. Alors que si vous y alliez à partir de votre réalité sans faire ce changement, eh bien, vous ne trouveriez rien. Vous voyez, la réalité est tellement vaste. Elle n'est pas une, elle est unifiée, mais il y a des milliards de déclinaisons. On peut pas s'imaginer ça tellement, c'est énorme. Alors, vu qu'on est quasiment sur tous les mondes habités, il est très rare aujourd'hui qu'on trouve un monde sur lequel on ne se trouve pas. Il y en a certains pour certaines raisons, mais bon.
Mais la plupart des civilisations naissantes ou florissantes ont des Twitch à leur surface. Donc on sait exactement quel est le rapport de l'un à l'autre. On sait très bien que si on est ici, qu'on passe sur le plan subtil, on peut arriver chez eux sans problème de manière immédiate. Si on partait d'ici, en restant ici, en prenant un appareil qui nous y conduise physiquement, on ne trouverait rien sur place. On le sait. Il faudrait d'abord qu'on passe par les plans subtils. C'est pour ça que le voyage spatial en parcourant une distance est le plus ridicule qui soit. Il faut créer un portail ou emprunter quelque chose, un phénomène, disons un couloir, comme les trous de verre par exemple. Les trous de verre c'est un peu particulier, enfin un passage formé naturellement par l'univers pour transiter à travers quelque chose et se retrouver hors du champ du plan physique. Si on reste sur le plan physique, c'est pour ça qu'on parle souvent des plans physiques. En fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a des milliards, des milliards, des milliards. Même sur Terre, il y en a quand même quelques-uns. Pas autant, bien sûr, mais il y en a quelques-uns. Il y a des gens d'autres civilisations qui vivent sur notre planète, mais sur une dimension, on va dire, différente de celle de tout un chacun, tel qu'on le connaît ici. Et si on allait sur place, on les verrait pas, alors qu'ils seraient là. Il faudrait vraiment créer l'ajustement énergétique pour se mettre en cette syntonisation avec eux. Enfin, j'emploie les mots que je peux pour essayer d'exprimer quelque chose qui est difficile à envisager quand même, pour l'instant. Donc voilà, voyez l'histoire de voyager d'un monde à l'autre, même en admettant que la science soit capable de pouvoir développer un système de vaisseau spatial permettant ce voyage, sans passer par une forme d'hyperespace, vous ne pourriez pas la rejoindre facilement. Vous ne pourriez peut-être même pas la rejoindre du tout. Je disais la dernière fois, si vous essayez avec un appareil, un vaisseau spatial qui se rapprocherait beaucoup de la vitesse de la lumière, histoire de quand même y arriver dans pas trop de milliers d'années, parce que sinon ça sert à pas grand-chose vu le temps de vie accordé au corps humain aujourd'hui. Donc il faut quand même voyager relativement vite. Un vaisseau spatial qui s'approcherait de la vitesse de la lumière jusqu'à une étoile très proche, Proxima du Centaure par exemple, c'est la plus proche. Arrivé à mi-chemin, vous auriez du mal à poursuivre. C'est-à-dire que plus vous vous rapprocheriez, plus vous auriez du mal à vous en rapprocher. C'est assez bizarre. Et arrivé à mi-chemin, vous diriez, bon, finalement, laisse tomber, on retourne, on a eu la mission, on retourne sur Terre. Eh bien, en faisant marche arrière, vous ne pourriez plus. Vous ne pourriez jamais retourner sur Terre, rejoindre votre point de départ. Vous auriez l'impression que l'univers entier vous fuit et que finalement vous serez tout seul dans un espace noir sans rien. C'est très particulier quand même. Donc, vous voyez, on peut pas envisager ça. Parcourir, je l'ai déjà dit, mais bon, je le redis, parcourir une distance pour se déplacer à grande échelle est la manière la plus incohérente d'envisager un voyage. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je prends un autre exemple. Si vous preniez un vaisseau spatial et que vous aviez une vie éternelle, vous vous en fichez du temps qu'il faut pour du temps nécessaire à rejoindre votre objectif. Admettons, je vais dire 4 siècles. Bon, ben voilà, vous êtes éternel, vous pouvez attendre 4 siècles, 4000 ans, c'est pareil. Alors, faites ce voyage jusqu'à l'étoile en question. Il faudrait d'abord être sûr de tomber à l'endroit où elle se trouve, parce que elle bouge elle aussi, et que les lois physiques sont disons que tout ce qui touche à la gravitation et à l'espace-temps est quand même relativement sujet à variation dès qu'on voyage un peu vite. Mais même, vous prendriez une trottinette pour y arriver, vous mettriez 4 millions d'années, bon, peu importe, obligatoirement, vous arriveriez auprès de votre objectif à un moment du temps dans le passé de l'étoile ou de la planète que vous voudriez rejoindre. Dans son passé. C'est-à-dire que vous arriveriez là-bas avant d'être parti chez vous. Vous voyez, il y a une forme de remontée dans le temps qui se passe systématiquement. À partir du moment où vous voyagez à une certaine vitesse, même celle d'une trottinette ou d'une bicyclette, pour rejoindre une étoile, admettons.
quel que soit le temps qui soit nécessaire. Même à cette vitesse-là, il y a une décroissance du temps qui se produit. Et vu la distance à parcourir, vous arriveriez dans son passé et non pas dans son présent actuel. Oh oui, il y en a des problèmes à résoudre avant de pouvoir voyager d'un monde à l'autre. Hein. Et le seul véritable moyen le plus simple, le pratique, le plus facile, le plus évident et qui fonctionne à coup sûr, c'est passer par un portail dimensionnel. Parce que non seulement lui ne va pas rejoindre un point dans l'espace, avec coordonnées X, Y, Z, pour les 3 dimensions, hein, horizontale, verticale et profondeur, ce n'est pas une position dans l'espace qu'il va rejoindre, c'est une identité énergétique, où qu'elle se trouve et quand, quel que soit le moment où elle se trouve. Et en passant par là, vous êtes reconstitué à l'endroit, aux bonnes coordonnées, spatio-temporelles en l'occurrence, aux bonnes coordonnées de l'identité énergétique du lieu que vous voulez rejoindre, et de manière synchrone avec votre point de départ, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé un temps nul entre le départ et l'arrivée, et sans mouvement. C'est la seule et unique manière d'y arriver. Si on a un vaisseau spatial, il faut que lui sorte de la grille du plan physique pour partir sur les plans subtils, voyager sur le subtil et redescendre. Si vous voyagez sur le plan physique, vous ferez chou blanc, toujours. C'est pour ça que la science n'arrive à rien à ce niveau-là, parce qu'elle refuse d'envisager qu'il puisse y avoir des plans subtils. Elle veut que ce ne soit que la matière, point barre, elle n'y arrivera pas. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement complexe, hein, cette histoire-là. Là aussi, hein, pour en faire une conférence de 2 heures, c'est passionnant, hein, je l'accorde. Mais alors, c'est pas simple, à expliquer non plus avec des mots basiques, quand même. Enfin, voilà ce qu'on peut en dire. Eh ben, en tout cas, je peux concevoir que ça puisse être fascinant, cette histoire-là. Hein. Franchement, c'est vrai, on regarde le ciel étoilé d'une belle nuit d'été, mais on n'imagine pas, hein, on n'imagine pas quand même ce qu'on voit réellement. Mais non, on n'imagine pas. On se fait obligatoirement une fausse idée. Une des, je dirais, découvertes, enfin, je sais pas vraiment de découverte, disons que c'est enfin, je ne sais pas, on va dire une révélation au niveau du monde scientifique. Tous n'adhèrent pas, mais bon, ça a été dit. L'univers tel qu'on le conçoit, tel qu'on le voit, à la limite, même à travers un télescope, imaginons, et les éléments d'une matrice mentale, et non pas l'univers tel qu'il est. Ça, c'est, parce que c'est intuitif à la base, hein, ils l'ont pas découvert en résolvant une équation. C'est absolument fondamental comme conclusion. C'est extraordinairement vrai. On ne voit, on ne perçoit, on ne comprend, on ne sait, on ne peut expérimenter de l'univers que sa projection, la projection qu'on en a dans la tête. C'est le cerveau qui architecture un modèle de réalité qu'il étiquette comme étant ça, c'est notre univers. Voilà. Il étiquetterait autre chose. Il se représentait autrement, mais ce serait autrement. Il y a un lien, bien évidemment. Mais ce n'est pas du tout ce qu'est l'univers. C'est la projection mentale qu'on en a. D'où l'importance du changement de paradigme. Parce qu'en changeant de paradigme, on comprendra les choses complètement différemment, on les approchera de beaucoup plus près, et on pourra faire des avancées scientifiques, réellement scientifiques, extraordinaires. Et on pourra, pour finir, voyager d'un monde à l'autre sans aucun problème. Mais pour ça, il va falloir changer de mode de compréhension. Donc l'univers tel qu'il est et l'idée qu'on s'en fait à tort ou à raison, rien à voir, d'accord. Rien à voir. Hein, les mystères de l'univers, c'est fascinant. Eh oui. Enfin voilà, donc remarque de Stéphane, merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos vidéos, votre bonne humeur et votre bel humour à tous deux. Eh ben, merci beaucoup à vous. Ma famille et moi-même vous envoyons tout notre amour et notre soutien. Eh bien, recevez de la part d'Ilialana et moi, je lui demande pas si elle est d'accord, de toute façon elle est toujours d'accord pour ce genre de choses, recevez vous aussi nos meilleures bénédictions et votre famille également. Ah bon, je ne m'oppose jamais à une bénédiction, certainement pas. Allez, intervenant suivant, Serge de Montréal. Ah ben voilà, il y a fort à parier que notre ami Serge soit canadien. Vous avez parfois le sens de la déduction, hein, absolument extraordinaire. Ouais, vous avez vu ça, hein. Vous me l'enviez, ce sens de la déduction, j'en suis sûr.
Non, ne dites rien, je plaisantais, ça va nous amener trop loin. Alors, donc Serge de Montréal nous demande ceci. Donc, quelle est votre force d'action? Je suppose qu'il parle d'Edwige. Quelle est votre force d'action? Votre raison d'agir est-elle l'amour universel inconditionnel ou est-ce l'amour inconditionnel dans vos actions et propos? Merci. Un peu mystérieux, ça. Oh, mystérieux, non, pas vraiment. Non, bah, la force d'action, la raison d'agir. Alors, l'amour force, c'est l'amour force, c'est quelque chose c'est un dénominateur commun, l'amour force. Il n'y a pas l'amour force en tant qu'objectif quelque part. C'est quelque chose qui est totalement omniprésent au sein de tout ce qui est relatif de près ou de loin à l'absolu et à ce qu'il fait d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas forcément ça l'objectif. En revanche, la force d'action et ce qui nous motive, notre raison d'agir et qui est aussi notre raison d'être d'ailleurs, c'est uniquement l'entrée en action de manière à rétablir un jeu d'équilibre déficient qui était très en faveur de la destruction. Dans la vie, il y a les forces de vie en général mélangent de manière très harmonieuse la création, la naissance, l'entretien de cette vie et la destruction ensuite pour repartir vers une nouvelle force de création à un cran plus haut. C'est ce qu'on appelle la force d'évolution. On fait un cycle d'évolution, puis hop, on repart pour un nouveau cycle plus loin, meilleur, plus haut, plus grand, plus beau, plus parfait, etc. Et à partir du moment où on a un risque de rupture de cet équilibre, ou alors que cet équilibre est rompu, et là il était très gravissimement rompu, là il faut que nous intervenions. Et nous sommes toutes les Edwige sont personnellement et collectivement les agents de l'absolu en tant que manifestation de l'absolu, une certaine forme, celle qui est la nôtre en l'occurrence, de manière à gérer toutes les données relatives à la circonstance qui est en défaveur pour rectifier la situation, remettre un petit peu le moteur évolutif sur des rails corrects et partir plus loin. C'est extrêmement schématique, mais quelque part c'est ça, c'est la force de vie au sens évolution de toute chose, parce que ce qui n'évolue pas régresse et meurt obligatoirement. Donc la mort fait partie de la vie, mais il faut qu'elle reste à sa place. Il ne faut pas qu'elle devienne un empire de mort où il n'y a que la mort qui préside à toute chose. C'est un peu ce qu'on a rencontré avec l'ennemi en l'occurrence. Il prépare son coup depuis infiniment longtemps. Donc nous sommes, disons, les ouvrières de la dernière heure quelque part, parce que ça fait des millions d'années, des millions et des millions et des millions d'années que l'absolu travaille d'arrache-pied à une part de l'absolu, travaille d'arrache-pied à rectifier cette erreur, cette dissonance qui est là et qui était difficilement perceptible par tout le monde, même au niveau de l'absolu. Et en fait, nous sommes, nous entre autres, parce qu'il y a énormément de forces, les forces qui nous accompagnent, les intelligences, d'autres formes de conscience et d'intelligence, nous collaborons tous les uns avec les autres de manière à représenter une puissance stratégique de cohérence et de rectification des aberrations qui ont été semées au sein de la création, de manière à pouvoir redonner cette possibilité, cette chance d'évolution à toutes les formes de conscience. Parce que le grand but de tout ça, c'est que toutes les consciences de l'entière création, tous les univers compris, et il y en a davantage qu'on pourrait l'imaginer, l'objectif est que toutes ces consciences convergent vers le point d'unité que représente la conscience de l'absolu, pour devenir l'absolu lui-même, redevenir. Vous voyez, c'est la seule manière de faire progresser
l'existence avec un E majuscule. Donc c'est ça qui nous motive, ça. Faire en sorte que cette fondamentale cohérence puisse prévaloir sur toute chose et régler l'équilibre de toutes les forces et contre-forces et de toutes les influences et contre-influences de manière à ce que tout ça entre dans un tout cohérent avec des échanges d'énergie cohérents de manière à obtenir quelque chose de parfaitement harmonieux et fluide s'inscrivant dans le processus initial de la création, à savoir cette évolution vers le meilleur, le plus grand, le plus beau, jusqu'à tendre à l'infini vers l'absolu, qui lui-même évolue d'ailleurs, c'est pas un point fixe évidemment. Tout ça entrant dans une logique parfaite, et dès qu'il y a une dissonance quelque part, un risque de compromission de cet équilibre, alors on intervient. Ça, c'est véritablement notre raison d'agir. Et notre raison d'être aussi. À cela, Serge de Montréal nous dit ceci en remarque, amour inconditionnel universel. Eh bien, merci de tout cœur. Alors, nous passons à l'intervenant suivant qui est Anton Zoltek. Ça faisait longtemps. Bonjour Anton. Bonjour Anton. Par contre, moi j'aimerais quand même bien savoir pourquoi on ne dit jamais bonjour que aux gens qui nous ont déjà écrit. Là, Serge, on ne lui a pas dit bonjour Serge, pourquoi ? Bah oui, ils n'ont pas droit à un bonjour les autres. Les nouveaux, notamment. Oui, si, effectivement, vous avez parfaitement raison. Effectivement. Bon, on le fera, hein, promis. Ah oui, je trouve injuste de ne dire bonjour qu'à certains, pas à d'autres, sous prétexte qu'ils nous ont déjà écrit. Les autres, on peut leur dire bonjour aussi. Bon, bah, ok. Non, mais c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Hein. C'est le fait de revoir leur nom, alors du coup, oui, bon, vous avez raison. On dira bonjour à tout le monde, alors. Allez. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas, quand même. Mais trompez-moi si j'ai tort, hein, je veux bien, mais normalement, ça me paraît c'est normal. Non, vous avez raison, il n'y a pas de souci avec ça, hein, sans problème. Tout à fait d'accord avec vous. Allez, donc, question d'Anton Zoltek. Bonjour, parfois vous dites que l'ennemi a été défait, détruit et éliminé, et que par conséquent ne contrôle plus rien, et parfois vous dites que certains organismes comme les réseaux sociaux sont encore aux mains de l'ennemi. Alors c'est un peu confus pour moi, surtout quand je vois des faits comme les infos alarmistes qui disent que les vaccinés sont dangereux pour les non-vaccinés. J'ai répondu à ça. Par qui ces infos alarmistes sont-elles diffusées? Est-ce vous qui répandez ce genre de rumeurs pour faire croire que l'ennemi est encore aux commandes? Si c'est nous qui répondons ce genre de rumeurs pour faire croire que l'ennemi est encore aux commandes, peut-être, je n'ai pas le détail là comme ça, mais enfin disons que ça entre dans le plan actuellement en route effectivement, parce qu'il faut que les gens se détachent de l'ennemi, la présence de l'ennemi, il faut que de l'idée qu'ils se font de l'ennemi, il faut qu'ils s'en détachent eux-mêmes, pas seulement de l'ennemi en tant que des gens oppressifs ou des politiques oppressives, mais de grandes fondements de la civilisation qui ne savent pas être des stratégies ennemies comme la fameuse et emblématique démocratie qui est une supercherie absolument monumentale. Alors oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il faut voir ce qu'on entend quand on dit l'ennemi. L'ennemi effectivement a été détruit. Les agents de l'ennemi ont été détruits. Leur structure, grande structure, qu'elle soit privée, commerciale ou institutionnelle, les grandes structures normalement sont sous contrôle. Je dis normalement parce qu'il y a des îlots qui restent actifs, que nous surveillons, que nous maîtrisons, mais nous ne leur imposons pas notre volonté. On laisse, il y en a de moins en moins, ceci dit. Enfin, nous laissons quand même une part de manœuvre aux agents de l'ennemi, plus petits dans la hiérarchie, pour avoir une source de stimulation des différentes articulations de la société de l'ennemi, en lesquelles les gens croient encore, majoritairement, bien que on voit que ça s'effondre un peu à droite à gauche de manière assez radicale et de plus en plus rapide. Mais on a besoin pour gérer le réactif de l'humanité, qu'il y ait une apparence ennemie qui soit là, avec des îlots ennemis réels, actifs, mais très peu puissants.
En l'occurrence, les réseaux sociaux, ça ne se situe qu'au niveau de l'information et on gère ce flux-là en fonction de qui reçoit quoi et quand et comment par rapport à quoi. Donc c'est quand même très 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 complexe. Je ne peux pas donner d'explications extrêmement précises sur une question vague parce que chaque cas est vraiment vraiment particulier. Il y a une légère marge de manœuvre possible par rapport aux gens qui s'expriment au travers de ces réseaux sociaux, qui eux ne croient absolument en rien, qui sont d'un défaitisme crasse, on peut le comprendre à la limite, peu importe, c'est pas un jugement, ou alors des gens qui ressentent des choses qui n'existent pas, mais qui sont relativement de la réalité. Oui, là aussi, il y a absolument tous les cas de figure possibles. Alors, le pouvoir de l'ennemi est défait, ça, c'est clair. Certains agents de l'ennemi restent actifs, on les canalise correctement, ils sont maîtrisés de manière à ce qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui sert nos plans. C'est pour ça que je dis toujours, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Des interventions de Joe Biden à la télé, par exemple, ça peut très bien ne pas être lui, ça peut très bien être, bon, de toute façon, lui, en l'occurrence, il a été éliminé. Donc, bon, c'est son frère qui est là, qui se fait passer pour lui, il lui ressemble à peine, mais bon, on dit aux gens que c'est lui, bon, c'est lui, on se pose pas de questions. Enfin, la différence a été relevée quand même, comme des internautes qui s'en sont aperçus. Enfin, disons qu'officiellement, c'est lui, bon, c'est lui, hein, c'est tout. Et il est aux ordres de ceux qui l'ont mis là en place, parce qu'on n'avait pas le choix de faire autrement, mais il a le relevé sur la tente. De toute façon, il n'est pas à la Maison Blanche. La Maison Blanche est toujours vide, hein, les gens sont rentrés à la Maison Blanche, se sont pris en photo à l'intérieur. Enfin, non, tout ce qui se passe à la Maison Blanche est filmé à partir des studios Castle Rock, qui contient donc, comme tout le monde le sait maintenant, une réplique de la Maison Blanche pour le cinéma, et tout est fait là-bas. Il y a des gens qui ont noté la différence, hein, mais bon, officiellement c'est censé de la Maison Blanche, alors forcément, les gens qui ne veulent pas verser dans le complotisme, eh bien, c'est bien sûr c'est la Maison Blanche. Hein. Il y a quand même quelqu'un, un internaute qui vit en face de la Maison Blanche. Il était censé à un moment donné, une heure précise, y avoir un meeting. Et c'était à la télé retransmis, hein, les gens étaient là. Et puis lui, il était en face, il n'y avait rien, quoi. Enfin, vous voyez, bon. Mais c'est un complotiste, voilà. Ça, c'est cette espèce de double jeu de pensée, il faut absolument que ça s'en aille. Et on met le maximum de pression pour obtenir le résultat voulu. Alors, le résultat, il n'est peut-être pas perceptible encore. L'objectif, il apparaît pas évident du tout. Je vous le concède. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne se passe rien, que ça n'avance pas merveilleusement bien. Donc là, on est à une phase qui ne va pas durer. On est vraiment, d'ailleurs, je me demande si, enfin bon, je dis rien. Je préfère pas en dire trop. Mais voilà, c'est quelque chose qui sert absolument nos plans. Alors que ce soit la vaccination obligatoire ou pas obligatoire, les vaccinés qui risquent d'être contaminants pour les non vaccinés, je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est et ce qui préside à ça par rapport à la raison pour laquelle ce type d'information est diffusée comme elle l'est par les médias qui la diffusent, etc. Je regrette, on est vraiment en plein cœur du... et même pour une audience aussi faible que celle qui est la nôtre au niveau des vidéos podcasts, ce serait quand même dangereux de trop évoquer des choses sensibles. La seule chose que je vous dis, et je le redis, je le redirai encore, j'en suis certaine, ne faites pas attention à ce qui se dit. Si vous avez des rapports éventuellement du fameux QAnon ou des Q-Force ou des O-Force qui ont déjà été évoqués, éventuellement, il y a encore, hein, ça peut être de la manipulation volontaire, histoire de vraiment bien canaliser la pensée collective humaine. On est obligé de passer par là, sinon l'humanité ne passera pas. Et il est hors de question de condamner ce monde parce qu'on n'a pas fait notre boulot correctement ou parce que on s'est apitoyé sur le sort de gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Ça, c'est absolument hors de question. Donc, n'y faites pas trop attention, s'il vous plaît. Attendez, il y en a plus pour très longtemps. Les choses vont sortir définitivement, vous verrez, ça va être un gros clash. Tout va venir en même temps, tout va tomber en même temps. Vous allez tirer dessus, puis boum, tout va tomber. Tant que vous n'avez pas tiré dessus,
tout est là, mais ça tombe pas. Voyez. Et on est en train d'induire un ensemble de circonstances qui vont faire que l'inconscient collectif de l'humanité va se saisir de la ficelle, va tirer dessus. Et là, bam, tout va tomber. Donc un petit peu de patience, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Mais je comprends que ce soit difficile, c'est dur, hein. Mais bon, on ne peut pas faire autrement que passer par là, précisément. Et je vous garantis qu'en termes de stratégie et de haute compréhension, les Edwige sont absolument au top de ce qui peut être imaginable. Elles vont très, très, très loin. Très loin. Elles ont la parfaite maîtrise de toutes les articulations de ce monde. Ne vous en faites pas, je vous garantis qu'il n'y en a plus pour longtemps. Allez, maintenant, un anonyme en tant que dernier intervenant. Ce sera donc la dernière question pour cette 48e vidéo podcast. Bonjour Iliana, comment se fait-il que depuis que vous vous êtes fait connaître, qu'il n'y ait peu de vues sur YouTube à écouter vos entrevues? Je vous suis depuis 4 ans via Facebook et je ne comprends pas que vous ne soyez pas plus connu plus que cela, alors que vos informations sont d'une qualité supérieure. C'est gentil, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je l'ai sélectionné celle-là parce que ça permet quand même de donner une explication en rapport. Hein. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus célèbre que vous l'êtes? On peut se poser la question, en fait. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, je ne vais pas dire que c'est fait exprès ou qu'on s'est arrangé pour que ce soit le cas. Ce serait faux. Par contre, j'ai dit, il me semble que c'était la semaine dernière, la vidéo n'est peut-être pas sortie encore. Enfin, je le répète donc ici, si on avait davantage d'audience, on serait obligé de ne pas poursuivre ces enregistrements. Parce que là, on est sur une toute petite audience et les gens qui viennent nous écouter ne représentent pas un public au hasard. C'est une forme, je vais dire, j'emploie un grand mot, hein, c'est une forme de destinée qui conduit les gens à venir nous écouter. Il y a un champ causal qui préside à la cohérence des choses. Et les gens qui ont besoin des informations que nous leur diffusons viennent. Mais tous les autres restent en marge. Tous les autres restent en marge. D'une part, parce que la majorité de la population n'est pas prête encore. Et d'autre part, parce que il faut que les choses se fassent, je viens de l'expliquer, de la manière la plus chaotique qui puisse s'envisager. Si maintenant on avait une audience de fous et que la terre entière nous écoutait et adhérait à ce que nous disions, on ferait définitivement échec à ce plan. Vous comprenez? Parce que là, je suis en train de dire que tout ce qui se passe dans le monde officiellement est un leurre. Alors que on met en place nous-mêmes ce leurre pour que les gens y croient. C'est pas la peine de les détromper ensuite. Alors là, on le fait parce que nous ne sommes ici sur ces vidéos-podcasts, entre autres, comme sur nos forums, par exemple. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible du tout. On prétend être ci, être ça, c'est complètement fantasque, ça n'a aucun sens. Les gens qui nous suivent et qui ressentent ce qu'il y a derrière, ce que nous disons, ce que nous écrivons, sont des gens qui ressentent ce qu'il y a derrière. Ça résonne en eux. Ils sont positionnés de manière à pouvoir accueillir déjà cette nouvelle réalité. Et ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin qu'on leur apporte quelque chose qui leur permette de pouvoir faire corps avec ce nouveau monde qui est là. Il est à quelques mètres de nous seulement. Imaginez. Mais ça ne concerne pas tout le monde. On pourrait faire ces vidéos podcasts dans le nouveau paradigme pour expliquer les choses et expliquer comment les choses se sont faites. Si on y était déjà, ça se fera peut-être, je ne sais pas. Hein. Peut-être, si les gens en ont besoin, on trouvera un contingent, on continuera. Ça m'étonnerait que ce soit moi qui les fasse. Je sais pas, j'en sais rien. Je parle un peu pour rien dire, je n'en sais rien encore, mais disons que ça se fera peut-être. Mais pour l'instant, l'humanité, pour sa transition vers le nouveau paradigme, a besoin d'être mise sous pression extrême. Et on ne va pas mettre toute l'humanité sous pression pour décondenser la pression ensuite. C'est ridicule. On est obligé de maintenir cette pression. Par contre, les gens qui sont suffisamment prêts, en l'occurrence dans le contexte de la francophonie, on fait d'autres choses dans ce contexte-là pour les autres langues. Là, les podcasts, c'est vraiment pour la langue française. On fait autrement ailleurs pour les autres langues.
On est partout de toute manière, hein. On gère ça de manière, ici on fait ça comme ça, bon bah c'est comme ça. Mais on n'a que l'audience qu'on doit avoir impérativement, pas plus. Alors j'allais dire que de toute façon, à partir du moment où il y a une information qui passe, obligatoirement, si l'information est véritablement, si elle résonne avec le réel, hein, le vrai réel, et pas le mensonge de l'ennemi, les gens n'y adhèrent pas. Ils sont bon, voilà, comme ça. Ça ne leur parle pas, ils n'ont pas envie, ça les intéresse pas. Si on sort une énormité, mais un truc qui n'a ni queue ni tête, qui est complètement débile, mais que l'ennemi a inventé comme ça pour distraire les foules, alors les foules, effectivement, vont se ruer dessus, vont se mettre à genoux devant. L'humanité est comme ça. C'est pour ça qu'elle est obligée de passer par là où elle passe actuellement. Elle est obligée, sinon elle ne s'en sortira pas. Alors, c'est concordant, une cause et une autre. Si nous disons, nous faisons un rapport de la véritable situation telle qu'elle se présente, les gens n'y adhéreront pas. N'y adhéreront exclusivement que ceux qui sont déjà positionnés dans le monde d'après, qui ont besoin d'un retour un retour de témoignage, un retour de vibration en lien avec ce paradigme pour justement soutenir leur effort et leur permettre de durer, leur permettre de ne pas désespérer. Ça, c'est très important. C'est pour ça que nous faisons ces vidéos podcasts. C'est pour ça que les forums existent. C'est pour ça que notre site est là pour expliquer un peu la démarche qui est la nôtre actuellement. C'est uniquement pour ces gens-là. On ne peut pas avoir une audience de fous. On n'est pas l'ennemi. Les gens sont verrouillés sur les préceptes de l'ennemi. Ceux qui échappent aux préceptes de l'ennemi, les gens n'en veulent pas. Ils trouvent ça incohérent. Ils ne trouvent d'adéquation qu'avec les âneries que leur ont balancé l'ennemi depuis toujours. Voilà. Maintenant, une fois qu'on aura changé de paradigme, tous les gens qui resteront seront aussi sensibles à ce que nous dirons que le monde d'aujourd'hui l'est à ce que dit l'ennemi. D'où l'intérêt de changer de paradigme. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a si peu d'audience. Mais on a une audience de valeur. Ce n'est pas, c'est pour ça qu'on monétise pas, mais de toute façon, on n'a pas assez d'audience pour monétiser les vidéos. Mais ça nous intéresse pas de monétiser. Pourquoi faire? Pour avoir de l'argent, pourquoi faire? On n'a pas besoin d'argent, non. Et, on est uniquement dans le faire pour pouvoir apporter à qui en a besoin ce dont il a besoin. En tout cas, en termes d'information et de présence et de témoignage et tout ça. Donc, c'est pour ça que depuis des semaines et des semaines et des semaines, mon auguste coéquipier et moi-même, on se donne un mal fou pour assurer contre vents et marées parfois ces enregistrements de manière à ce que on puisse donner ce dont beaucoup ont besoin et dont vous semblez faire partie. Comme en témoignait Athéna Vénus tout à l'heure par exemple aussi. Voilà. Donc voilà, on n'a pas intérêt pour l'instant à avoir une audience de fou. C'est pas du tout dans nos intérêts, mais pas du tout. Si maintenant en regardant les compteurs on voyait que ça commençait à s'envoler, je regrette, on serait obligé d'arrêter tout de suite. Alors, il ne faut mieux pas. Moi, ce que je vois là dans cette histoire et qui est troublant, qui est évident, mais qui est troublant quand même, c'est que vous dites, on n'est pas dans la rentabilité, mais finalement, le nouveau paradigme sera complètement exempt de cette notion de rentabilité. Et c'est déjà tellement vrai, vous et moi, vibrons déjà tellement ce nouveau paradigme qu'on ne peut pas s'inscrire dans une logique de rentabilité. Et obligatoirement, le fait de ne pas être rentable, soit en termes d'audience ou de monétisation dont il n'est pas question parce que l'audience est trop faible, par exemple, eh bien cette rentabilité étant absente, on n'est exclusivement que dans la qualité de l'information à apporter aux gens qui en ont absolument besoin. Voilà, besoin. Absolument. Mais oui, bien sûr. Mais c'est ça, absolument. Oui, on ne fait pas ce qu'on fait pour avoir de l'audience. On fait ce qu'on fait pour que l'audience qui vient vers nous puisse obtenir ce dont elle a besoin. C'est tout. Et c'est exactement la logique du paradigme à venir. Rien ne sera fait pour rien d'autre que donner ce dont il a besoin à qui en a besoin
au moment où il en a besoin pour favoriser son épanouissement, son accomplissement et donc aussi son évolution dans la joie et dans la joie. Tout simplement. Eh oui, c'est fait pour. Eh bien voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette 48e entrevue avec une biche. Et si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager afin que d'autres puissent en prendre connaissance et l'apprécier également. Les commentaires sont modérés et ouverts comme d'habitude. Laissez-y vos remarques si vous le souhaitez, ce sera toujours apprécié. Si vous avez des questions à poser à la Prakanda Selamoka ou à Ilialana personnellement, je vous donne rendez-vous comme d'habitude à l'adresse amgt.link questions haute fiche afin de nous les transmettre, que nous puissions répondre à vos attentes et vous réinformer de manière juste, le plus correcte possible. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser, vous pouvez vous rendre soit sur le forum de la Prakanda Selamuka à l'adresse forum.prakanda.org ou pour avoir une réponse en privé sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket à l'adresse contact.prakanda.org. Sur ce, je vous remercie. Merci à chacun de nous écouter. Merci pour votre précieuse audience. Merci de l'intérêt que vous accordez à notre travail, que l'on fait du mieux que l'on peut. Merci à vous, Ilialana, pour ces réponses et votre présence indéfectible. Portez-vous bien, jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci de même à tous ceux qui nous écoutent et qui nous envoient leurs questions. Et puis, je voulais juste ajouter aussi que je sais que certains alchimistes vont se rencontrer très bientôt et je leur souhaite vraiment du fond du cœur une excellente rencontre et que ce soit un moment vraiment fort pour chacun d'eux. Voilà, avec toutes mes bénédictions personnelles. Quant à moi, je serai au rendez-vous comme d'habitude la prochaine fois. Voilà. Ça c'est que les bonnes nouvelles. Allez les amis, passez une bonne semaine et à jeudi si on va bien. Allez, bye bye.